Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie. Mon travail consiste à vous accompagner dans l'évolution de votre carrière. Après avoir constaté que de nombreuses personnes cherchent à découvrir de nouveaux métiers, j'ai décidé de partir à la découverte de salariés et de chefs d'entreprise qui acceptent de partager avec nous leur expérience. Chez Super Compétences, nous mettons notre expertise à votre service pour que vos projets prennent vie. Je suis très contente de vous partager l'enquête métier du jour. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis aujourd'hui en compagnie d'Ambroise qui va nous présenter le métier de gérant de centre de formation. Voilà, on va avoir un petit fil rouge sur ce mois de novembre. Comme ça, vous allez découvrir plein de formations que présente Ambroise et vous allez voir, c'est des formations avec des métiers d'avenir. Donc, je suis impatiente de vous faire découvrir tout ça. Bonjour Ambroise, Bonjour Aurélie, comment ça merci pour va? l'invitation. Mais avec plaisir. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire qui tu es, d'où tu viens? Oui, oui, oui. Donc, Ambroise Desclèves, moi je suis, marié, j'ai 4 enfants. 4 enfants, j'ai grandi en Mayenne et en fait après mon bac, je suis parti m'installer dans la capitale bretonne à Rennes pour y faire mes études et j'y suis toujours et très heureux. Et est-ce que tu peux nous partager ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené, à ouvrir un centre de formation? Alors là, c'est, très marrant, mais je pense que la providence était derrière. Moi, je suis parti donc à Rennes faire mes études. J'ai passé un master en traduction, et rédaction technique, donc un master LEA, langue étrangère appliquée, à l'université de Rennes 2 et puis, une quinzaine de jours après avoir démarré le master 2, donc la 5e année, il y a mon directeur de master, Daniel Guadec, qui me propose de monter une boîte de formation avec lui. Alors bon, c'est pas banal évidemment puisque, Mmh, quand on est un universitaire, bah, le plan c'est pas autant de monter des boîtes, mais en fait, il en était pas à son premier coup d'essai, mmh. ce prof de fac et donc, bon, bah, moi j'ai réfléchi un petit peu à sa proposition. Je suis parti en stage de fin d'études, chez Airbus, 6 mois. Et Ouais, puis, où j'étais justement dans le service qui rédige les manuels pour les pilotes et le personnel navigant. Donc c'était très intéressant, très, très intéressant et puis, je rentre, en fin de stage à Rennes et puis, bah, on y va, on lance le projet. Donc en fait, lui, il me dit: «Bah, vous savez faire la technique, moi je fais des cours, on est fait pour travailler ensemble». Je lui dis: mmh. «Bah, OK, mais j'y connais rien du tout, quand même à l'entrepreneuriat» et il me dit: «Mais, ça me pose pas de problème, faites un site web». C'est une plateforme de cours en ligne, je vous crée des cours, je vous envoie les fichiers et ça va le faire. Et donc c'est comme ça que ça s'est passé. En fait, moi je n'ai pas, eu d'aspiration ou de volonté ou de velléité à devenir dirigeant d'entreprise, mais je pense qu'il m'avait un peu repéré pendant le parcours universitaire et donc il m'a proposé de faire ça ensemble. Donc moi j'ai fait, toute la partie, post-pro alors communication, marketing de la boîte, le site web évidemment, mais il a fallu monter une plateforme de cours en ligne. Il a fallu, faire toute la post-production des vidéos, des supports de formation, des audios et cetera. Donc j'ai travaillé là-dessus et sur mon petit ordinateur dans ma chambre, hein, comme tout le monde Mmh. et puis en fait, bah, mécaniquement la première année, on en a vendu quelques-unes des formations. Donc il a fallu assurer le suivi quand même des personnes qui rentraient en Bah oui. formation sans rien connaître évidemment au domaine, donc c'était très rigolo. Mais les cours étant de qualité, les gens étaient absolument ravis et puis en fait, après ça, ça a fait, effet boule de neige, puisque, en fin de première année, j'ai embauché mon premier salarié, enfin en stage d'abord et puis, salarié ensuite et bah, en fait, 15 ans après, on est toujours là, hein. Donc OK, c'est ça, une belle opportunité dès le début, en fait. Donc c'est chouette, un exactement. beau parcours. OK, et est-ce que tu peux, du coup, nous présenter ton métier? C'est quoi tes missions quotidiennes? Comment tu t'organises? Enfin, c'est quoi être Alors, gérant d'un centre de formation? mon métier, si je dois le nommer, c'est directeur d'organisme de formation, c'est dirigeant d'organisme de formation. Alors, je n'ai pas que la casquette de dirigeant puisque, c'est aussi une entreprise que j'ai créée, que j'ai montée. Voilà, donc je suis pas dirigeant salarié, c'est ma propre société, Mmh, je dirige cette société-là, donc je dirige un organisme de formation. En fait, au-delà du fait de diriger un organisme de formation, je dirige une entreprise et c'est plutôt ça le sujet de fond, c'est-à-dire, le fait que ça soit, dédié à la formation, c'est l'activité de l'entreprise, mais quand on est dirigeant d'entreprise, c'est beaucoup plus vaste que uniquement la partie formation. Donc, si je devais définir mon métier aujourd'hui, je dirais que j'ai surtout le métier de dirigeant entrepreneur, c'est d'abord ça. OK. Et après, ce métier de dirigeant entrepreneur, je l'applique au domaine de la formation. Donc, mon quotidien ou mon métier, en fait, c'est de monter des boîtes, des business, des projets, c'est de créer ou d'exploiter des marchés, c'est d'analyser ce qui se passe, dehors et de se dire comment on peut répondre aux besoins qu'il y a.
Donc, quand j'ai une idée, ça j'en manque pas, hein, mes collaborateurs le savent bien. Dès que je sens qu'elle est à peu près présentable et viable et qu'elle est pas trop déconnante, je réunis, ma garde rapprochée autour de moi, j'organise une petite réunion, je leur partage la vision, le marché, une idée de plan stratégique de développement du business, je leur parle des grandes lignes du projet et après, on discute un peu de sa mise en œuvre, de voir ce que ça peut donner. Mais en fait, l'objectif, c'est pas obligatoirement que le projet voie le jour. L'objectif, c'est de dire: «On est dans un marché qui bouge en permanence et donc en tant Mmh. que dirigeant, je dois en permanence me poser la question de comment on va, travailler demain. Quelles sont les compétences nécessaires sur les marchés? Comment on va se lancer? Comment, on va aider des gens à se reconvertir, à trouver du travail et cetera?» Donc je présente des idées, à l'équipe, la vision, hein, je leur dis: «Voilà, moi je pense que là-dessus, il y a un truc à faire». En général, ils me prennent pour un fou, ils ont pas tort et puis en fait derrière, ils viennent me challenger aussi sur les sujets en disant: «Tiens, Ambroise, j'ai pensé à ça, est-ce que tu as réfléchi à ça? Je vois ce truc-là aussi», alors après on aborde les sujets petit à petit et en fait, c'est exactement comme ça que j'ai monté Adven, hein. Donc D'accord. il y a 15 ans et puis en fait en 15 ans, j'en ai fait d'autres des boîtes parce que je me suis amusé à monter un cabinet de conseil en ingénierie documentaire, donc en conseil, ingénierie D'accord. documentaire que j'ai fermé depuis. On n'a pas trouvé notre marché. J'ai lancé une association de colonies de vacances médiévales. Grand fan de Kaamelott, alors on s'est dit: «Tiens, on va faire un plutôt que Oui. de regarder uniquement la série, on va aller vivre un peu ces choses-là», donc c'est très rigolo et puis plus récemment, j'ai lancé une start-up qui s'appelle Tolémac et qui propose une solution de gestion et de pilotage pour traducteurs indépendants. Donc c'est, du logiciel. Voilà. Donc D'accord. ça c'est vraiment ma casquette, je dirais, de dirigeant entrepreneur. Voilà. Mmh. Après, mes missions au sein d'Edven, donc qui est organisme de formation, en fait, là, je dirais plutôt que ma mission, c'est de faire avancer le navire dans la bonne direction, quelles que soient les conditions météorologiques, internes et externes. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des turbulences en interne comme en externe, mais en fait, on garde le cap et après on avance. Il y a des aléas, il y a tout ça, mais tant qu'on va dans la bonne direction, en fait, ça tourne, quoi. Je m'ennuie pas à faire tout ça, hein. En fait, j'ai plusieurs métiers par jour, mécaniquement. Donc c'est plein de choses, plein de choses. Le plus important pour moi et c'est ce que j'essaie de faire vivre dans l'entreprise, c'est d'être avec mes équipes, près de mes collaborateurs, de discuter avec eux, d'échanger avec eux, de les écouter, de comprendre leurs problématiques et après, de voir comment on peut apporter des solutions. Alors évidemment, j'ai la chance d'avoir des équipes formidables, et réellement formidables. Je vais en reparler un petit peu plus loin, mais sans eux, pas d'entreprise, pas de formation, pas de stagiaires, pas de belle réussite derrière. Donc tout OK. ça, ça va ensemble. Voilà. Très bien et donc chez Adven, vous proposez quand même des formations, enfin avec des métiers à la clé qu'on n'entend pas trop. Comment vous faites un peu, aussi bien pour les choisir que pour après les faire découvrir et faire adhérer les personnes, à se projeter sur ce métier-là? Alors c'est vrai que historiquement, Daniel Guadec, professeur d'université à Rennes 2, était directeur du département traduction. Donc mécaniquement, on a lancé des formations d'abord en traduction. Donc des formations bac+5 en traduction, 100 à distance pour les adultes, hein. Nous, on ne forme pas d'étudiants chez Edven. L'université fait très bien son travail. Edven, on ne répond pas aux besoins des étudiants. C'est-à-dire tous ceux qui ont entre 18 et 25 ans, ce n'est pas notre public. On ne travaille pas pour ces gens-là. OK. Sauf exception rarissime parce qu'il y a un cas particulier, mais c'est pas ça notre public. Donc en fait, on a monté des formations, à la traduction et puis, comme c'était un master en traduction et qu'on faisait la rédaction technique, on a monté une formation en rédaction technique. Voilà et de fil en aiguille, on a monté, une formation à la traduction juridique. Donc ça, c'est encore un truc un peu nouveau. Il y a des masters, hein, qui forment à quelques heures de Mmh. trad juridique, mais c'est voilà un peu particulier et puis après ça, on a enrichi l'offre, hein, traduction technique, médicale, marketing, financière et voilà. Et donc ça, c'est un peu notre métier historique et on voit bien que le marché de la traduction avec, l'IA notamment, alors qui est pas du tout nouveau en traduction, hein, on appelait ça de la traduction Mmh. automatique chez nous, hein, mais c'est vraiment OK. l'arrivée de ChatGPT, de tout ça, en fait, ça fait exploser la réflexion sur tous ces métiers qui vont être, remplacés. C'est ce qu'on lit partout, hein. C'est pas vraiment la réalité des choses, mais c'est ce qu'on lit partout. Du moins, on va exercer des métiers différemment, ça c'est sûr. Différent. Voilà et donc nous, on réfléchit à ça, à quels sont les métiers de demain et comment on va les exercer différemment. Et par exemple, le métier de rédacteur technique, qui est un métier qui est très peu connu, très, très peu connu, ce sont toutes ces personnes qui rédigent les manuels utilisateurs, les modes d'emploi, les guides, hein, Mmh. mais vraiment orientés utilisateurs. Quand on achète du matériel, on a toujours un petit fascicule avec et en général, on ne le lit pas, c'est-à-dire qu'on le jette parce que de toute façon, on sait que c'est Mmh. mal
Donc bon, c'est un challenge, mondial, hein, je dirais, que de vouloir, corriger le tir, mais c'est très ambitieux, mais en fait, les résultats qu'on a sur ces formations-là sont très intéressants. Mais comme c'est un métier qui n'est pas connu, il faut expliquer aux gens ce qu'est ce métier, comment il s'exerce, quelles sont ses missions et pourquoi il est intéressant. Qu'est-ce qu'il apporte finalement aux utilisateurs? De la satisfaction, c'est agréable à utiliser, ça redore l'image de marque de l'entreprise. Mais c'est un métier qui est pas reconnu, parce que jamais on remercie la personne qui a rédigé, le manuel utilisateur. On lui envoie pas un petit mail: «Ah merci pour ta doc». Voilà. Donc et en fait, on a en interne cette capacité à vraiment expliquer les aspects intéressants de ces métiers-là, donc rédacteur technique, mais il y en a d'autres, hein, et de dire aux gens: «Voilà, en fait, voilà ce que vous allez faire dans votre quotidien et voilà quelle est la place que vous allez avoir dans l'entreprise, dans la société, auprès des clients» et cetera. Et donc ça devient très valorisant. Je j'ai D'accord. un autre exemple, hein, si on parle de la paye, faire de la paye, sur le papier, c'est pas passionnant. Mmh. Faut mettre des chiffres dans un tableau, ça se calcule tout seul et cetera. Et ça, c'est la machine qui rend ça pas intéressant. Mais quand on recrute un formateur qui fait de la paye, qui est passionné par son métier et qui sait transmettre sa passion, parce qu'il fait des choses ludiques, parce qu'il sait regarder les choses différemment, parce qu'il dit: «Oubliez tout ce qu'on vous a expliqué, je vais vous réexpliquer l'histoire de tout ça». En fait, tout ça, ça prend sens. Et quand ça D'accord. prend sens, en fait, dans son quotidien, on arrive au travail, on se dit: «Bah, ouais, aujourd'hui, je fais de la paye et je sais pourquoi je fais de la paye, je sais comment fonctionne la paye, je sais d'où ça vient, quel est son et cetera». Et donc ça devient un métier très intéressant. Alors d'abord, où il y a énormément de postes à pourvoir, hein, les postes de gestionnaire de paye, c'est colossal en Mmh. France, mais c'est un métier qui, voilà, qui est très en tension. OK. Donc en fait, voilà, vous proposez les métiers en tension un peu. Les formations qui amènent à les métiers en tension. Bah, c'est ça, par exemple, dessinateur industriel, hein, c'est un métier qui est peu connu. Il y a des formations, Mmh. très, très rares en France, très, très rares. Donc voilà, ça, c'est un métier auquel on prépare. Un dessinateur industriel, c'est tous ceux qui dessinent des structures, des pièces, mécaniques, 3D et cetera. Enfin, c'est très vaste. OK. 2D, 3D, des plans, mais en fait, les dessinateurs industriels, il y en a besoin dans toutes les industries. Et aujourd'hui, il y a une pénurie colossale sur ce métier-là. Donc c'est pareil, ça c'est un métier qu'on lance, qui est un peu un métier de niche, mais on sait faire ça aussi. Mais on lance aussi, on a, chez Edven, assistant commercial, assistant RH, qui sont des métiers beaucoup plus connus. Même s'ils sont plus connus, il y a beaucoup de postes à pourvoir, donc il faut expliquer aux gens. Et je pense que ce qui fait la spécificité d'Edven sur ces métiers-là, c'est notre capacité à présenter les métiers différemment, à montrer que ce sont des métiers intéressants, valorisants. OK. C'est capital. Super. Parfait et donc c'est des accessible, pour les personnes en reconversion, on est d'accord? Alors c'est, Toutes les nous, formations. c'est notre dada, j'ai envie de dire, hein. En fait, effectivement, c'est que des personnes alors soit en reconversion, soit en montée en compétences. On peut avoir des personnes qui ont de l'évolution interne au sein de leur propre entreprise et on peut aussi avoir des personnes qui veulent carrément changer de métier. Elles sont soit en interne et elles veulent quitter l'entreprise, soit elles sont déjà en externe, déjà plus dans leur entreprise OK. d'origine et elles souhaitent partir faire autre chose. OK, super. Bon, bah, chouette alors, c'est super ce que tu proposes. En tout cas, ça donne, plein de possibilités, plein d'idées et donc si on revient un petit peu sur, toi, ton métier du coup, à quoi ça ressemble une journée de travail pour toi? Alors une journée de travail, bon chez Edven, on aime bien, prendre le café et manger des croissants. Donc Ah super. c'est vrai que plusieurs fois par semaine, je dirais, on a un petit déj qui arrive, au bureau, alors pour fêter, plein de trucs, parce qu'on a 50 000 bonnes raisons de fêter des choses chez Edven. Donc ça commence par un café. Ça permet, surtout le café, enfin ou la pause café ou de se retrouver tous ensemble, hein, en fait, autour de la table, de prendre un petit peu la température, d'abord, des équipes, de voir quels sont les sujets ou les cailloux qui peuvent se trouver dans les engrenages, dans les rouages et certaines fois, voilà, directement de traiter ces sujets-là de façon à ce que la journée derrière déroule. Donc j'ai plusieurs métiers par jour mécaniquement, parce qu'il faut que l'entreprise tourne et avance dans la bonne direction, pour que chacun puisse, avancer dans ses missions. Mais, moi pour ma part, en fait, il faut que je pilote toute la partie marketing de l'entreprise, voilà, tout le service commercial, l'activité de formation et mettre un point d'honneur évidemment sur la satisfaction des stagiaires, donc leur accompagnement pendant la formation, parce que chez nous tout est individuel, hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas de Mmh. on fait pas rentrer, on peut faire ça, mais on ne fait pas aujourd'hui rentrer de promotion. C'est-à-dire qu'on n'a pas des groupes de 15 qui rentrent, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. C'est chaque personne, chaque apprenant est vraiment suivi individuellement par un tuteur métier. C'est comme ça qu'on fonctionne.
C'est pour ça aussi qu'on a de très bons résultats sur le marché. Donc, il faut coordonner tous ces services-là et puis une fois que tout ça, ça tourne, après il y a le quotidien de l'entreprise, hein, l'administratif, la compta, les réflexions Mmh. stratégiques, les absences à droite à gauche. Bon ça fait partie, voilà, du quotidien. Mais moi, ce qui m'anime le plus dans mon quotidien, c'est toujours de réfléchir à l'avenir, à la stratégie, de me dire en fait, on va où? Enfin, où est-ce qu'il faut qu'on aille? Pourquoi et comment on y va? OK. Et tout à l'heure, tu disais, tu as commencé à amener le sujet, c'est un vrai travail d'équipe. Sans équipe, tu pourrais pas tout gérer. Alors c'est obligatoirement un travail d'équipe, la force fait le collectif et je mets un point d'honneur ici quand je recrute. Alors j'ai un process de recrutement un petit peu particulier chez Eden, mais en fait quand je recrute, j'explique, aux personnes que je recrute le fait que, si on doit passer 8 heures par jour ensemble, il faut qu'on s'entende bien Mmh. et donc c'est pas en 1 heure qu'on va le savoir. Donc déjà dans le process de recrutement, je vais les voir, j'ai évidemment, pris connaissance des CV et cetera. Mais en fait, je vais les recevoir, en entretien pendant 1 heure. On va discuter. Je vais leur dire: «Dans le process de recrutement, la suite, c'est une immersion dans l'entreprise» et donc ils viennent passer D'accord. une demi-journée au sein des équipes et pourquoi ils viennent au sein des équipes? Parce que c'est pas avec moi qu'ils vont travailler directement tous les jours. Ils vont travailler entre eux, ils vont se débrouiller, ils vont être autonomes et donc pour garantir cette autonomie et cette force du collectif, donc du travail d'équipe, bah, il faut que je sache si, les uns et les autres dans l'entreprise, au moins, les collaborateurs les plus proches, sont prêts à travailler avec cette nouvelle personne. Alors personne D'accord. ne me dit: «Non, jamais de la vie», évidemment, mais certaines fois on me dit: «Bah, tiens, là, sur ce point-là, je suis pas sûr» ou «Sur ce, j'ai un petit doute là-dessus» et donc moi, ça m'éclaire, en fait, dans le recrutement, parce que ça me permet d'avoir le retour des uns et des autres. Après la décision me revient, hein, c'est pas parce que des gens ne Mmh. s'entendent pas qu'ils travaillent pas ensemble, c'est pas le sujet, mais en fait, ça permet vraiment de garantir la cohésion d'équipe et le fait que l'équipe aille dans la même direction. Ça, c'est important. Donc chacun connaît sa mission, chacun connaît son périmètre, on dépend tous les uns des autres. Donc quand on conçoit une formation, par exemple, bah, il faut la concevoir avec un niveau d'exigence de qualité élevé. Pourquoi? Parce que derrière, les commerciaux, ceux qui vont vendre les formations, bah, ils vont être très à l'aise, ils vont être droit dans leurs bottes parce qu'ils Mmh. connaissent le niveau de qualité de la formation, des contenus et ils connaissent aussi le niveau que nous avons en accompagnement. L'individualisation des parcours, l'accompagnement individuel, la personnalisation et cetera et donc quand ils disent à quelqu'un: «Ça, je vous garantis que ça va se passer comme ça, vous signez pour ça, je vous le garantis», mais derrière, en fait, ils sont à l'aise parce qu'ils savent que derrière, ça va effectivement se dérouler comme ça. Donc il y a une confiance, en fait, très Mmh. importante entre les différents services, entre les équipes et donc ça roule. Ça roule. OK. C'est vraiment la clé, quoi. Donc il faut que tout le monde travaille dans le même sens, mais chacun dans son périmètre, en autonomie et en confiance. Très important. Très bien. Donc un bon travail d'équipe. C'est pour ça, tout à l'heure, tu parlais de garder le cap, bah, tous dans le même bateau. C'est exactement ça. OK. Est-ce que tu es amené à travailler avec d'autres professionnels autres que ton équipe? Alors oui, on a, un certain nombre de gens en externe, hein, qui travaillent, avec nous puisqu'on a à peu près une trentaine de sous-traitants chez Edven. En fait, dans les formations que nous proposons, toute la partie formation est assurée en interne, mais pour garantir la parfaite adéquation entre les contenus de formation, les exercices qui sont demandés et le marché du travail, nous avons un certain nombre de personnes en externe qui interviennent en sous-traitance sur de la, correction ou du commentaire sur des travaux qui peuvent être faits par les apprenants. Et donc ça permet aux apprenants, en fait, de faire leurs exercices et de pas être corrigés par un prof ou un enseignant, qui n'aurait pas le pied dans l'entreprise, mais vraiment par des gens qui sont en activité. Donc ils ont pas de lien direct, ensemble, hein, parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Mmh. Mais, ces personnes en externe vont recevoir des documents sur lesquels ils vont travailler, commenter. Enfin, ils ont une petite méthode, à respecter, de façon à ce qu'on amène un retour marché métier. Donc là-dessus, on a une trentaine de sous-traitants aujourd'hui qui D'accord. travaillent, avec nous régulièrement, hein, c'est tous les jours. Voilà, on travaille avec eux OK. et puis après, bon, comme toute entreprise, bah, on a notre cabinet comptable, les avocats, et voilà et après moi, dans ma mission de dirigeant, en fait, moi, j'ai passé 7 ans au CJD, qui est le Centre des jeunes dirigeants. Voilà, c'est un réseau Mmh. national de dirigeants avec plus de 4 000 ou 5 000 dirigeants au CJD. En fait, l'intérêt du Centre des jeunes dirigeants, c'est que c'est une école de dirigeants entrepreneurs. Et donc en faisant D'accord. partie, pendant 7 ans de ce réseau-là, d'abord ça a marqué ma vie d'entrepreneur, ça c'est clair, Mmh. mais en plus de ça, ça donne un réseau, ça donne des pairs avec qui discuter, avec qui avoir des retours, un effet miroir sur, un certain nombre de problématiques et ça permet de grandir dans sa posture de dirigeant, ça permet de faire grandir les équipes, de faire grandir l'entreprise, c'est un cercle vertueux.
Mais, tu vois, en fait, on a vraiment une partie, métier, hein, des sous-traitants métiers avec lesquels on travaille pour l'activité de formation, des sous-traitants ou des prestataires, des partenaires, liés au fait qu'on soit une entreprise et puis, voilà, moi je m'entoure aussi de dirigeants pour être sûr de rester, dans le coup et puis surtout d'être tiré vers le haut parce Mmh. qu'au CJD, on est challengé, hein, faut le dire, OK. voilà. OK, super et quelles sont les qualités, essentielles pour, diriger un organisme de formation? Ça, c'est pas évident, mais en fait, quand j'étais au CJD, j'ai fait un parcours de formation, qui s'appelle Copernic, qui est une formation qui dure à peu près 3 ans au métier de dirigeant entrepreneur. Et dans ce parcours-là, eh bien, on découvre les 36 compétences clés du dirigeant entrepreneur. Donc j'ai envie de dire que pour être dirigeant, que ce soit d'organisme de formation ou ailleurs, en fait, bah, il faut maîtriser, en fait, ces 36 Mmh. compétences clés. Alors on va pas les prendre, en détail parce que ce serait très long, mais en fait, c'est intéressant de savoir d'abord qu'il y a un référentiel de compétences, hein, pour le métier de dirigeant Oui. entrepreneur. Ça, c'est intéressant. Pour moi, en fait, il y a des compétences métiers à avoir de dirigeant d'entreprise, de chef d'entreprise, qu'on apprend soit, en discutant avec les autres, soit, de façon empirique, hein, par, par les événements, Mmh. de l'entreprise. Mais en fait, au-delà de ça, je pense que la qualité principale pour, diriger un organisme de formation, une entreprise, c'est d'être avec ses équipes et de les emmener, de les écouter, d'aller avec elles, de s'enrichir des discussions, d'être, vraiment, à leur côté pour avancer ensemble. On peut pas être dans sa tour d'ivoire à regarder de haut les choses et dire: «Ah bah, ça marche pas». Bah non, en fait, faut être dedans. Faut vraiment avoir les mains dans le cambouis, mais il faut aussi savoir prendre de la hauteur, c'est-à-dire, sortir du quotidien, se changer les idées et puis revenir avec des idées fraîches. C'est-à-dire en disant: «En fait, on fait comme ça depuis longtemps, mais Mmh. ça marche pas très bien. J'ai pensé à d'autres choses, mais avant de vous les donner, j'aimerais qu'on y réfléchisse tous ensemble. Voir si vous, vous avez d'autres idées et je ne voudrais pas vous influencer par la réflexion que j'ai eue». Et donc on organise des voilà, des réunions, hein, là-dessus, de façon à s'enrichir les uns les autres. Mais c'est important d'avoir des bonnes connaissances techniques, Mmh. donc réglementaires, juridiques, entrepreneuriales évidemment, mais tout ça en gardant les mains dans l'opérationnel et en prenant de la hauteur de temps en temps. C'est essentiel. Très bien. Merci pour toutes, ces précisions et selon toi, est-ce qu'il y a un fort besoin de formation? Est-ce que c'est un marché en Alors, évolution? le métier, de la formation, c'est, en fait un métier où on a l'impression qu'on est toujours un peu en retard par rapport aux besoins du marché. Comme si on Mmh. avait un cran de retard sur plein de choses et mon sentiment, c'est qu'entre il y a 15 ans ou 20 ans où on enseignait dans la formation un peu toujours de la même façon et cetera et puis on avait un gros décalage entre ce qu'on apprenait à l'école et ce qu'on découvrait en stage. On n'était pas vraiment en phase. Mmh. J'ai l'impression que tout ça, ça a été complètement chamboulé et que le challenge d'aujourd'hui n'est plus de savoir comment on fonctionne dans l'entreprise aujourd'hui. Le challenge d'aujourd'hui, c'est de savoir comment on va fonctionner dans l'entreprise demain. Parce que ça va tellement vite dans l'évolution des marchés, des technos, de l'arrivée de l'intelligence artificielle partout et cetera, qu'il faut qu'on se pose une seule question, c'est: «Comment on va travailler demain?» Et si on arrive à identifier comment on va travailler demain, on va pouvoir identifier les compétences nécessaires Mmh. pour travailler de cette nouvelle façon et derrière, on va pouvoir se mettre en route pour concevoir une formation en espérant qu'en sortant, elle soit pas déjà obsolète. Voilà. Donc, OK. j'ai envie de dire qu'en fait, on est sur le monde avance, le monde évolue, le monde change et comme on est dans un monde qui change en permanence, il y a d'énormes besoins de formation partout. C'est en Mmh. Il y avait un article ce matin encore, où il chiffrait en centaines de millions le nombre de postes qui allaient être révolutionnés dans les 5 prochaines années. Alors pas qu'en France, hein, Oui. évidemment, mais en Oui, fait, oui, c'est oui, un bien monde sûr. qui change, tu vois? Et je pense qu'il faut vraiment sortir la tête du sable, regarder les choses en face et se dire, «OK, c'est quoi mon métier de demain?» Et concernant l'évolution, de la carrière, on se dit: «Bah, on est déjà dirigeant, donc je peux pas trop évoluer». Qu'est-ce que tu en penses? Comment on fait? Alors, ça m'a amusé ta question là-dessus, en fait, c'est pas simple à répondre parce que c'est vrai que quand on est dirigeant, Mmh. bah, on est dirigeant.
Donc, on peut réfléchir au projet de dirigeant entrepreneur. C'est quoi mon projet d'entreprendre? Où est-ce que qu'est-ce que je veux faire en fait de ma vie? Est-ce que je veux des boîtes plus grosses? Est-ce que je veux, rester là parce que je suis bien et que je m'épanouis? Est-ce que je veux rester plus près de mes en fait, on peut se poser 50 questions. Et alors ça m'a rappelé une anecdote très rigolote. Quand on était, 2 dans la boîte, j'avais mon premier collaborateur, Maxime, qui est resté 11 ans, chez Edenred. En fait, un jour, dans un entretien individuel annuel, je lui pose la question, je dis: «Bon Maxime, tu te vois où, plus tard?» Et je me souviens très bien, il s'arrête, il me regarde, il sourit, il me dit: «Bah, écoute, franchement, à part être calife à la place du calife, je vois pas trop, hein». Et je me suis dit: «Ça résume très, très bien le sujet». Bon, après ça, il a eu une belle histoire parce qu'il a évolué jusqu'à reprendre, la gestion opérationnelle de l'organisme, mais voilà, c'était intéressant de se dire: «Bah, tiens, effectivement, lui, ayant déjà ce poste-là, qu'est-ce qu'il pouvait espérer d'autre?» Et ça m'a renvoyé à moi-même en me disant: «Bah, oui, effectivement, en fait, je suis déjà à la place du dirigeant, voilà, à quoi est-ce que je Qu'est-ce peux que je peux aspirer de faire? plus?» Voilà, Bon, on peut c'est monter ça. d'autres projets, on peut monter d'autres boîtes, hein, on peut toujours s'amuser avec C'est ça, hein. ça, Voilà, après c'est en fonction de ses aspirations, propres. exactement. OK, et comment on devient, dirigeant d'organisme de formation? Est-ce qu'il y a un diplôme obligatoire? On a bien vu avec ton parcours, pas forcément, Ouais, mais alors en fait, du coup? pour monter une boîte, il y a pas besoin de diplôme et ça, je pense que c'est important de le rappeler. Ça veut dire qu'il y a des parcours, hein, dans des grandes écoles de commerce, parcours entrepreneur et cetera, mais en fait, en France, on n'a pas besoin de diplôme. D'ailleurs, je ne sais même pas si dans d'autres pays, il y a besoin de diplôme pour faire ça, je pense pas que ce soit une Mmh. profession réglementée. Donc là, c'est vrai que, j'ai essayé de réfléchir un petit peu à ça et je me suis dit: «En fait, pour être entrepreneur, il y a pas de parcours requis, faut se lancer, il faut avoir une idée, faut qu'il y ait un Mmh. marché, faut se lancer. Après ça marche pas, c'est pas grave, on apprend, hein». Moi j'ai monté une boîte qui a pas marché, j'ai appris 50 000 choses et je l'apprends tous les jours, là-dessus. Donc en fait, pour monter un organisme de formation, c'est un peu particulier parce que c'est une profession réglementée. Donc c'est pas qu'il faut vraiment un parcours ou un diplôme, c'est plus que comme c'est une profession réglementée, eh bien, il y a plein d'obligations, réglementaires qu'il faut respecter. Il faut obtenir un numéro de déclaration d'activité, il faut avoir une comptabilité séparée, il faut faire un bilan pédagogique, et financier tous les ans, il faut et cetera. Et donc, au-delà du fait que, de monter une boîte, tout le monde peut le faire, bah, il y a des contraintes réglementaires à connaître. Voilà, il y a des règles du jeu qu'il faut connaître, donc faut se les potasser, hein, pour savoir comment on fait. Voilà, après, si des personnes souhaitent diriger des organismes de formation, il y a d'autres plans aussi, hein, parce qu'il y a plein d'organismes de formation, d'entreprises qui détiennent différentes entités de formation et qui placent des dirigeants, en fait, à la place de ces entités-là. Et donc on est dirigeant salarié, D'accord. hein, de l'entreprise. Alors là, effectivement, les compétences sont un petit peu différentes parce qu'ils vont demander de l'expérience dans le domaine de la formation professionnelle. Voilà, et ils vont demander évidemment une parfaite connaissance du monde des affaires, du business, du management, enfin Mmh. vraiment de la casquette du dirigeant appliquée au domaine de la formation professionnelle. OK, et donc on voit de plus en plus, quand même de centres de formation qui ouvrent. Est-ce que c'est quand même une activité viable financièrement? Alors, en fait, on souhaite que ce soit viable et il faut que ce soit viable. Obligatoirement pour une raison très simple, c'est qu'une entreprise qui n'est pas viable, c'est une entreprise qui détruit des emplois et donc c'est une entreprise qui finit par fermer. Donc une entreprise Mmh. a besoin d'être, viable financièrement. Donc on le souhaite pour garantir la pérennité des emplois et si ça va bien, pour en créer d'autres. Après, c'est pas toujours comme ça que ça se passe, hein. Il y a C'est la ça. réalité des oui, il y a la réalité des choses. Donc certaines fois, bah, c'est comme dans toute entreprise, il y a des aléas économiques, politiques et réglementaires, surtout dans une activité qui dépend beaucoup des financements publics, comme le domaine de la Mmh. formation professionnelle. Comme il y a beaucoup de politique et beaucoup de réglementaires, dès qu'il y a de l'instabilité politique et une surréglementation, ça devient compliqué de travailler. Donc voilà, la grande majorité des organismes de formation dépend des financements publics. Donc mécaniquement, voilà, il y a des années où ça tourne bien, par exemple, tout ce qui est, formation des apprentis, ça a été très largement subventionné ces dernières années Mmh. et là, on voit bien, ils sont en train de serrer la vis tranquillement sur ce sujet-là. Ça veut pas dire qu'il y a eu d'abus, c'est pas ça le sujet, hein, c'est de dire: «Attention, Mmh. ce sont des financements publics, ça pèse des milliards». Voilà, la situation économique française est telle qu'elle est et donc il faut faire des économies à droite à gauche, donc l'apprentissage passe aussi par là. Voilà, mais voilà, pour ma part, moi, c'est toujours un crève-cœur de devoir me séparer de collaborateurs à cause d'une baisse d'activité, mais ça fait partie de la réalité de la vie des entreprises. Très bien. Quels sont tes plus grands défis au quotidien?
Alors moi, j'ai là-dessus aucune hésitation, c'est de m'entourer des bonnes personnes, hein. C'est-à-dire que moi, mon plus grand défi, c'est d'avoir une équipe opérationnelle qui tourne rond. Quand j'embauche quelqu'un, je veux qu'il m'apprenne des choses. Je veux bien lui Mmh. apprendre mon métier du quotidien, mais si j'embauche quelqu'un, c'est parce qu'il est meilleur que moi. Et donc, quelqu'un de qui je vais pas apprendre ou qui va pas m'apporter, une vision différente des choses, c'est quelqu'un avec qui je vais avoir un peu de mal à travailler. D'accord. Il faut vraiment choisir ses collaborateurs. Enfin, c'est comme ça que moi je fonctionne, mais je choisis mes collaborateurs, je choisis mes équipes en fonction du potentiel qu'ils ont. Et donc c'est pas parce que, quelqu'un a fait tel parcours, telle formation ou pas et cetera, qu'on va pas travailler ensemble. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de Mmh. dire, en fait, c'est quoi le potentiel que tu as? Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu es capable d'apporter? C'est quoi tes réflexions? Comment tu vois ça? Puis petit à petit, à force de travailler avec les uns ou les autres, on se rend compte qu'ils savent faire plein de choses, qu'ils savent, ra et celui-là, il fait de la formation, mais en fait, c'est aussi faire du développement informatique. Ah non, Mmh. qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et en fait, il y en a plein, plein, plein d'histoires comme ça. On découvre des choses passionnantes. Donc c'est voilà, mon plus grand défi, c'est celui-là. Je veux apprendre de leur expérience, je veux capitaliser sur les bonnes pratiques, sur ce qu'ils ont vu ailleurs, sur ce qui a marché. Mon deuxième OK. défi, en tant que dirigeant d'organismes de formation, c'est de proposer des formations de grande qualité et en parfaite adéquation avec le marché. J'ai plein d'idées de formations qu'on pourrait lancer qui seraient rentables, mais qui ne Mmh. répondent pas à un besoin de marché, qui répondent à une passion des gens et qui ne répondent pas à un besoin de marché. Et bien, jusqu'à présent, je me suis interdit de faire ça. C'est-à-dire que je me suis interdit de lancer des formations dans des domaines où derrière le marché est compliqué. Ça veut pas dire qu'il y D'accord. aurait pas des gens intéressés, hein, par cette formation. Il y a vraiment des métiers passion où les gens sont prêts à investir dedans. Mais moi, Mmh. ça me dérange, en fait, d'un point de vue éthique, de dire à des personnes: «Formez-vous, vous allez voir, la formation est formidable» et puis derrière, ils vont revenir en disant: «Oui, mais j'ai pas de travail». Ah bah oui, oui, non, mais ça, le marché, je suis désolé, mais il est tel qu'il est, ça marchera pas. Donc voilà, proposer des formations en parfaite adéquation avec le marché. Ça, c'est vraiment pour moi, le cœur des défis de tous les jours. OK. Et les moments de gratitude alors? Oh, il y en a plein, il y en a plein. Tous les moments partagés avec l'équipe. Je veux dire, Mmh. cette année, par exemple, au bureau, c'est l'année du champagne. Alors, c'est pas comme ça tous les ans, mais je l'ai dit, c'est l'année des bulles, hein, puisque du champagne obligatoirement. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est, à chaque fois qu'il y a quelque chose à fêter, une petite victoire, un nouveau client, machin, une nouvelle formation qui sort, une certification obtenue et cetera. C'est une occasion de marquer le coup, de fêter ça et de dire aux équipes: «Regardez, ça va dans le bon sens». On ne maîtrise OK. pas tous les délais, mais ça va dans le bon sens. Donc les petites victoires de tous les jours avec l'équipe, ça, c'est très important. 2e moment de gratitude, c'est la réussite des stagiaires. Ça, moi, ça me tient à cœur, c'est-à-dire de savoir qu'on a des taux d'insertion dans l'emploi au-delà de 90. Je trouve ça exceptionnel, exceptionnel. Ça veut dire que, plus de 9 personnes sur 10 retrouvent un job en sortant de chez Adven. C'est, D'ac c'est délirant quand on y pense, mais on est fait pour ça. On est fait pour ça Bah oui, et puisque donc vous proposez que des formations, qui sont sous tension, enfin avec des métiers sous tension, donc métier forcément, sous tension et puis, on a la formation métier, je dirais, pour apprendre, par exemple, rédaction technique, dessinateur industriel, comptabilité, la paye et cetera. Mais on a des parcours de retour à l'emploi. C'est-à-dire qu'on mmh, connaît très bien les employeurs. Moi, je discute avec eux régulièrement. Je sais ce qu'ils attendent, je sais ce qu'ils veulent, je sais ce qu'ils ne veulent pas. Et donc, évidemment, tout ce que, j'apprends, hein, toute cette information que je capte à droite à gauche dans mes réseaux perso ou pro, bah, il va de soi que je vais la transmettre aussi, aux personnes qui sortent de aux chez Adven. équipes. En leur disant: «Tiens, si tu veux trouver un job, en fait, je vais t'expliquer, ton CV, il faut plutôt le faire comme ça, ta lettre de motivation, c'est comme ça, le traitement des objections en entretien, c'est comme ça». Et donc derrière, OK, bah, évidemment, ça maximise le taux de retour à l'emploi. Donc c'est une très grande victoire, très belle histoire. OK. Est-ce que tu aurais une anecdote amusante ou un fait marquant à nous partager? C'est, bon, il y en a plein, je pense que la plus marquante, du moins c'est celle qu'on vit le plus en ce moment, c'est vers 10:00, 10:05, ça parle de bouffe dans les Ah, couloirs. En fait, ça c'est y un est, vrai sujet, les c'est un petits vrai gags. sujet, mais c'est le côté convivial aussi, hein, que je cherche à Mmh. faire, respirer et vivre ici. Mais je ne veux pas que ce soit que des paroles, je veux évidemment que ce soit du vécu et c'est vrai que quand à 10:05, 10:10, les premiers sortent en disant: «Au fait, on mange quoi ou on mange où ce midi?» Attendez, il est 10:05, on est au 2e café, c'est quoi cette histoire? «Oui, mais j'anticipe, on sait jamais, c'est pour voir qui fait quoi». Ça, je trouve ça toujours rigolo, ouais. Après, il y en a d'autres, Ouais, hein, c'est il y a des moments de belles activités, on se retrouve voilà, on peut se retrouver
à faire des autres sociétés ou des choses comme ça, ensemble. Mais c'est vrai que ça fait partie de la vie d'équipe, ça fait partie ça fait C'est partie de la chouette. vie de l'entreprise. OK. Et est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui souhaitent s'orienter dans ce métier? Alors sur le métier de l'entrepreneuriat, moi j'ai un seul conseil, c'est foncer. C'est un métier passionnant, c'est un métier dans lequel on fait ce que l'on veut, presque ce qu'on veut, mais Mmh. en fait, ça n'a pas de limite. La seule limite, c'est ce qu'on va s'imposer. Après, il faut rester dans le cadre, légal et réglementaire, mais en fait, il y a pas de limite là-dedans et l'entrepreneuriat, c'est vraiment une aventure exceptionnelle. Je je me demande tous les jours ce que j'aurais fait si mon prof de fac ne m'avait pas proposé de monter une boîte et en fait, je Mmh. suis très heureux dans ce métier, très heureux dans cette activité-là et donc j'invite vraiment, enfin, si c'est, que ce soit en indépendant, hein, c'est le même, Mmh. soit en indépendant ou pour monter, des entreprises, faut foncer, c'est un métier parfait et puis le secteur de la formation, c'est quand même un métier qui donne accès à de la connaissance et à des compétences. C'est-à-dire que mon métier à moi de tous les jours, enfin notre métier chez Edven, c'est de permettre à des gens de monter en compétences pour soit trouver un emploi, soit évoluer dans leur poste. C'est-à-dire les faire grandir dans leur vie professionnelle Mmh. et s'ils grandissent dans leur vie professionnelle, ils vont grandir dans leur vie personnelle, ils vont s'épanouir. C'est ça. Alors on n'est pas des vendeurs de bonheur, mais en fait, on sait que mécaniquement, quand quelqu'un s'épanouit dans son travail, bah, le reste, voilà et si on est bien, côté perso et bien côté pro, bah, c'est Bah vertueux. oui. Donc voilà, c'est ça le conseil, c'est foncer, faut y aller. OK. Super, merci beaucoup Ambroise d'avoir, pris un peu de ton temps, pour partager, ton métier aujourd'hui et voilà, donc merci beaucoup Un grand merci à toi. et puis je vous invite les auditeurs, vous les auditeurs, de nous suivre les prochaines semaines pour découvrir, les merveilleuses formations que Ambroise propose. Eh bien, Merci merci Ambroise. beaucoup. Merci Aurélie, merci. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous retrouverez les liens de notre invité du jour en description. Vous trouverez également l'enquête métier du jour en version PDF dans les notes de l'épisode. Si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à la relayer autour de vous et de la noter sur votre application de podcast préférée. Vous pourrez retrouver l'ensemble de nos services sur supercompétences.fr. Si vous voulez partager votre métier, prenez contact avec moi pour que nous puissions en discuter. Je reste également disponible pour parler avec vous de vos projets de reconversion professionnelle. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée!